Bruno Hervoir, bonjour. Bonjour à vous. Quatrième interview de Cahors TV pour ces municipales 2020 et pour vous, pas d'ambiguïté, vous êtes le candidat d'un parti, le Rassemblement National. Alors pas exactement, non. La liste qu'on présente est une liste de rassemblement des droites, dans laquelle figurent des gens du Rassemblement National effectivement, mais aussi des personnalités de diverses droites, qui viennent de la droite classique, et même une moitié de policiers qui sont société civile, donc sans étiquette, qui n'appartiennent à aucun parti politique. Qui sont quand même sympathisants, on pourrait dire, du Rassemblement National ou... Non, pas forcément, qui se revendiquent, qui se reconnaissent dans les valeurs de droite, en général. Rassemblement National, c'est un tiers de la liste. Parce que vous êtes le délégué départemental du Rassemblement National, donc pour vous, vous êtes totalement... Moi, je suis complètement impliqué dans le Rassemblement National. Et c'est votre deuxième candidature à une élection? Troisième, je crois, parce que j'étais candidat au départemental. En 2015, oui, au départemental. On avait fait 19% à Cahors et régional, j'étais troisième de liste régionale. Ah, donc vous étiez aussi candidat au régional. Donc vous avez une certaine expérience, parce que vous êtes jeune. 27 ans, oui. 27 ans, donc en 2014, vous étiez déjà sur Cahors ou... Oui, tout à fait, je suis né à Cahors. Vous êtes né à Cahors, vous avez grandi à Cahors. Cadurcien. Et vous êtes un Cadurcien avec 3 générations de, comme on parle dans le Quercy. Non, pas 3 générations, mes parents sont pas de Cahors. Mais ils sont tous installés ici quand je suis né. Parce que vous savez que dans le Quercy, on dit que pour faire des choses, il faut avoir au moins 3 générations. C'est pas mon cas, mais je suis Cadurcien, moi de Cadurcien. Mes parents non, mais moi oui. Ça, on peut dire dans les partis traditionnels, anciens, que ça se passait comme ça. Donc, au Rassemblement National, non, on n'a pas besoin de 3 générations pour être catholique. Si les Cadurciens veulent un Cadurcien de 3 générations, à ce moment-là, je ne sais pas qui peut choisir, parce qu'il n'y en a aucun, je crois, dans les candidats. Oh, je sais pas. Bon, on va pas Monsieur Guessou n'est pas de Cahors, Monsieur Laurent n'est pas de Cahors non plus, je crois que Elsa Bouzard n'est pas de Cahors, Monsieur Hureau n'est pas né à Cahors, je crois. Oui, il est à Bayonne. Et comment il est né à Cahors? Donc en 2014, il n'y avait pas de liste du Front National, on peut dire, parce que c'était le Front National, donc vous êtes à continuité, il n'y a pas d'ambiguïté, vous êtes à continuité du Front National, donc c'est la première fois qu'il y a à Cahors donc une liste, on peut dire d'extrême droite, le mot vous va, ou de rassemblement des droites, c'est pour ça le mot extrême droite, vous n'êtes pas parfois encore classé extrême droite. Non, s'il vous plaît. Vous êtes classé, on vous classe parfois, c'est pour ça que je préfère vous demander, est-ce que le terme extrême droite... Alors, on réfute le terme extrême droite, et en plus, quand on regarde la liste des étiquettes politiques de la préfecture, il y a une étiquette politique extrême droite qui ne correspond pas au Rassemblement National. Le Rassemblement National est extrême droite. Et nous, on n'est même pas uniquement du Rassemblement National, on est divers droite. Mais bon, vous êtes quand même pour la première fois, on peut dire. À Cahors, oui, c'est la première fois qu'on fait une liste, tout à fait. Donc, en 2014, les fins politologues disaient que le Front National à ce moment-là n'existait pas. Moi, j'avais dit, faites attention, aux européennes, ce sera peut-être le premier parti du département, ce qui a été le cas. Et donc pourquoi finalement en 2020 votre liste semble logique alors qu'en 2014, qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans? En 2014 tout simplement on n'existait pas, on n'était pas implanté localement, on avait je crois même pas de permanence, moi j'étais pas dans le parti à l'époque donc je sais pas trop comment ça se passait, mais ça fait plusieurs années qu'on s'est installé à Cahors, qu'on s'est implanté, qu'on a participé. Donc tout ça après 2014, après finalement le bon score on peut dire des européennes de 2014. Oui, c'est la campagne des européennes de 2014. Parce que si j'ai quelques chiffres, oui, c'était presque 16%, 15,9%. Donc ça a été l'événement déclencheur. C'est la première fois qu'on a fait véritablement campagne dans le Lot. Avant, on n'existait pas en termes de militantisme dans le Lot. Et ça vous a surpris d'avoir un si bon score? Parce que justement, dans mes interviews qui étaient écrites à cette époque-là, en 2014, on me disait non, le Front National n'existe pas et n'existera jamais dans le département. Moi, je disais simplement, regardez les présidentielles, vous verrez que c'est simplement 3 points en dessous. Donc plus le Front National monte au niveau national, plus il est monté aussi dans le Lot. Simplement avec un décalage de 3 points. Visiblement, certains grands esprits politologues du département n'avaient pas compris. Donc pourquoi vous n'êtes pas arrivé avant finalement avec seulement 3%? C'est qu'au niveau local, il n'y avait personne, il n'y avait pas de leader? Moi en 2014, j'avais 20 ans, j'étais dans mes études, donc j'étais pas là. Mes prédécesseurs ont fait ce qu'ils pouvaient, il n'y avait peut-être pas suffisamment de militants encore dans le Lot et c'était peut-être pas encore suffisamment. Donc le premier c'est Emmanuel Crène? Oui, c'est Emmanuel. Donc qui est toujours conseiller régional? Oui. Donc qui a un peu quitté le Rassemblement National? Il n'est plus au Rassemblement National, mais il continue à me soutenir et il continue à être conseiller régional. Genre par rapport à une de ses dernières réactions sur une de mes vidéos, parce que vous savez que je fais des vidéos. Ah, il a réagi? Oui, il a réagi sur une de mes vidéos où je parlais que le département du Lot, à 46% des communes de 1000 à 2000 habitants, il n'y aura qu'une seule liste.
Et lui notait à quoi cela servirait-il? De toute façon, les maires n'ont pratiquement plus aucun pouvoir. Donc est-ce que finalement, cet avis-là, est-ce que c'est un avis qui est partagé aussi au Rassemblement national, de dire que les maires n'ont plus beaucoup de pouvoir, que ça se passe ailleurs? Alors, c'est son avis, mais ceci dit, c'est vrai que les maires ont de moins en moins de pouvoir, puisqu'on leur retire de plus en plus de prérogatives, qu'on transfère aux intercommunalités, aux départements, aux régions. Le maire a encore du pouvoir, il a le pouvoir de police, il a le pouvoir aussi d'améliorer les conditions pour attirer les entreprises, etc. Donc il reste des pouvoirs, mais c'est vrai que petit à petit, les compétences communales se réduisent comme peau de chagrin. Et surtout, le maire a un pouvoir dans la vie locale, dans la vie associative. Si le maire ne soutient pas quelque chose, une initiative s'arrête quelque part. Tout à fait, mais là vous parlez des communes de moins de 1000 habitants Dans 2000 à 2000 habitants, celles qui sont en liste. Je parle des 24 communes de 1000 à 2000 habitants, ou 12 sont, dont mon Cucanquer-Ciblan, sont en liste unique. Donc c'était cette analyse-là. C'est aussi de plus en plus difficile d'être maire aussi, justement, parce que c'est surtout dans les petites communes, ça demande un engagement sans borne et avec peu de reconnaissance, peu de comment dirais-je, de rentrée aussi, puisque c'est très, très mal payé, et les gens, les petits maires des petites communes donnent de leur temps, H24, ils n'arrêtent pas de travailler, donc c'est très compliqué. En plus, ils ont tous les embêtements possibles et imaginables. Et ceci dit, en plus, dans les petites communes, c'est souvent les petites communes qui sont délaissées au profit des grandes communes dans les intercommunalités. Donc dans les intercommunalités, la grosse commune aspire toutes les prérogatives, exemple Figeac ou Cahors, et les petites communes autour sont délaissées et ont plus de marge de manœuvre. Donc dans ces petites communes, c'est assez normal que les maires aient plus de réticence, ou les candidats aient plus de réticence à se porter candidat. Enfin, là, c'est une autre difficulté, c'est que vous savez qu'en 2013, le seuil de liste était à 3500 habitants, et depuis 2013, il est passé à 1000 habitants. Donc dans une commune de 1340 électeurs comme mon Cucanquer-Ciblan, il est difficile de faire des listes de 23. Tout à fait, il y a ce problème aussi, auquel il faut rajouter aussi le problème de la parité. Et la parité qui se pose effectivement. Et le problème aussi de la lourdeur administrative, puisque nous, pour Cahors, il nous a fallu près de 300 pages de documents administratifs à déposer en préfecture, donc c'est colossal. Donc vous avez parlé des pouvoirs de la police, j'ai l'impression que le thème de la sécurité est celui plus mis en valeur dans votre campagne et dans votre réflexion. Tout à fait. En fait, on a commencé la campagne en faisant une grande consultation qu'on a distribué, enfin on a distribué des questionnaires aux Cahorsiens avec plusieurs sujets, et c'est eux un peu en fait qui ont listé les sujets prioritaires qui leur paraissaient pour Cahors. Et dans le top 3 sont arrivés les impôts, la sécurité et le stationnement. Donc évidemment, c'est les trois sujets. De toute façon, c'est les trois sujets en plus qu'on voulait développer dans cette campagne qui nous paraissaient prioritaires. Donc oui, la sécurité fait partie de nos priorités. On a une vingtaine de propositions là-dessus. Créer une brigade de nuit, créer une brigade canine également, doter les policiers municipaux de moyens intermédiaires de défense, impliquer le maire davantage aussi pour qu'il fasse des rappels à l'ordre dans son bureau pour les individus ayant commis des incivilités. Enfin, tout un panel de mesures, parce qu'on a constaté tout simplement qu'à Cahors, la criminalité et la délinquance sont en augmentation. On avait 1200 crimes et délits en 2016 à Cahors. L'année dernière de 2018, les chiffres qu'on a, c'était 1600, donc plus 30% en 2 ans. Et c'est réellement une insécurité vécue ou c'est simplement des déclarations qui sont plus fréquentes? Alors, je pense que c'est une insécurité vécue, ne serait-ce que toutes les personnes que je côtoie à Cahors, même moi, il y a beaucoup de gens qui n'osent même plus sortir dans les rues à la nuit tombée parce qu'ils ont peur de faire une mauvaise rencontre ou de se faire agresser, notamment les jeunes filles. Pour vous dire, moi j'ai ma soeur qui, lorsqu'elle se balade en ville le soir, elle a le numéro de la police sur le téléphone, elle est prête à appuyer. 10 nouveaux policiers viennent d'arriver, c'est pas suffisant? Ça tombe bien, juste à 2 semaines des élections. Donc, le 2 mars, oui, 10 nouveaux policiers sont arrivés. C'est très bien. Est-ce que c'est suffisant? Alors pour la police nationale, je ne pense pas, parce que la dernière fois, ils étaient en mobilisation, en grève, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens et d'effectifs. 10 de plus, j'ai pas eu de leur retour, mais je ne pense pas que ça leur suffise. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Il faut aller plus loin, je pense. Vous pensez que c'est vraiment le problème numéro 1? Parce qu'on parle surtout de Cahors surendettés. Oui, Cahors surendettés, mais ça fait... Donc ça, c'est votre numéro 2? Les impôts, la fiscalité, oui, bien sûr. Donc vos premières mesures, si vous étiez élu maire? Les premières mesures, il y en a plusieurs qu'on devrait mettre en place, mais la création d'une brigade de nuit pour la sécurité, la baisse de la taxe foncière et la révision du plan de stationnement de la ville. Donc baisser la taxe foncière, ça veut dire dans une commune qui est déjà surendettée... Ça veut dire faire des économies. Et vous les faites où les économies? Les économies, c'est pas nous qui le disons, c'est la Chambre régionale des comptes qui a fait une analyse des comptes de Cahors et qui dit qu'il y a 2 à 3 millions d'euros d'économies à faire sur le fonctionnement. Oui, à faire, mais vous les faites où? Et bien justement là où la Chambre régionale des comptes l'a pointé, c'est-à-dire sur le temps de travail des agents municipaux.
C'est-à-dire que vous augmentez le temps de travail et vous baissez la rémunération? Visiblement, non, on ne baisse pas les rémunérations, mais visiblement, il y a beaucoup d'agents qui ne travaillent pas le temps imparti. Vous croyez qu'il y aurait un problème d'emploi fictif? C'est presque ça. D'emploi fictif, non, mais des gens qui, au lieu de faire les heures convenues, donc sur ces 39 heures maintenant, ils sont à 25 ou 30. Oui, mais ils sont payés pour 25 ou 30. Ah oui, ils sont payés pour 39. Pour 35, je crois que c'est 35 à l'Amérique. Donc ça vous poseriez un véritable problème qui devrait être même transmis à l'URSSAF. Ah ben écoutez, si la Chambre régionale des comptes a pointé ce sujet, c'est qu'il y a vraiment un sujet. Et puis il y a aussi les problèmes des congés maladie, des arrêts maladie qui pleuvent et qui pleuvent sans arrêt. Donc il faut travailler là-dessus. Mais ça c'est le temps. C'est le temps, oui, écoutez. Dans les mairies qui sont gérées par des collègues de l'URN, à Beaucaire ou à Hénin-Beaumont, ils ont fait un effort là-dessus, ils ont réussi à faire des économies et donc après à baisser les impôts. Donc, c'est l'argent public, hein, c'est l'argent public, il faut que l'argent public soit bien géré, il ne faut pas que ça serve à payer des gens qui coûtent rien. Vous parlez des communes gérées par le Front National, est-ce que les gens doivent avoir peur pour la liberté d'expression si vous êtes maire? Non, ça certainement pas. Moi je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. On a même des mesures sur la démocratie locale, on veut améliorer la démocratie locale, que les Cadurciens... On est d'ailleurs les seuls à avoir fait une consultation dès le début de notre campagne, on a demandé l'avis aux Cadurciens. Donc on est les seuls à faire ça. On est les seuls aussi à avoir une permanence qui est ouverte tous les jours de la semaine sauf le dimanche pour accueillir les Cadurciens pour écouter leurs propositions, leurs doléances. En tant que maire, je tiendrai une permanence hebdomadaire, une fois par semaine, sans rendez-vous. Les Cadurciens pourront venir sans rendez-vous, venir discuter avec le maire. Comme chez le docteur avant. Comme chez le docteur, comme dans certaines mairies, où il y a même, je crois que Bernard Charles le faisait ici à Cahors avant, le maire ne le fait plus, moi je veux le faire. On veut créer aussi un référendum d'initiative locale, pour permettre aux Cadurciens, à partir de Saint-Seuil, de déclencher un référendum. On voudra faire aussi des grandes consultations sur les sujets importants, quand il y aura un gros investissement à faire, on demandera l'avis aux Cadurciens. On va donner la parole aux Cadurciens aussi dans le magazine municipal, pour qu'il y ait un espace réservé aux tribunes des citoyens. On veut créer un site internet de doléances aussi, où les Cadurciens pourront faire part de leurs propositions et de leurs doléances sur internet qui seront lues par les services municipaux. Enfin, on a tout un palais de propositions là-dessus. Il n'y a aucun risque sur la liberté d'expression, au contraire. Donc, parce qu'on sait qu'il y a certaines communes où les subventions achètent la liberté d'expression et que les premiers qui parlent contre le maire, on leur coupe leurs subventions, vous savez que ça arrive. Alors nous, ce qu'on veut faire là-dessus, notamment sur le sport et sur la culture, pour les subventions aux associations, on ne va pas couper le budget là-dessus. En revanche, on fera en sorte que pour avoir une subvention de la mairie, l'association ou le club en question devront s'engager à signer une charte de bonne conduite et surtout de neutralité politique. C'est-à-dire que la subvention sera versée, c'est de l'argent public, à condition que l'association ou le club s'engage à ne pas faire de politique. Mais pas faire de politique, c'est par exemple commenter les décisions du maire. Commenter, oui, mais si c'est attaqué sans arrêt, c'est pas normal. Parce que vous savez que dans le département, ça se produit de temps en temps. Souvent, même on se dit que si c'était des maires Front National, peut-être tous les républicains seraient dans la rue. Bah écoutez, c'est pas le cas par exemple à Beaucaire ou à Hénin-Beaumont ou dans d'autres communes. Donc, vous avez parlé de deux sujets, l'eau aussi, oui. Vous revenez souvent sur l'eau, alors vous faites quoi le 22 mars pour régler ces problèmes d'eau récurrents sur Cahors? Eh bien, on recontacte les entreprises qui sont en charge de ça et on essaie d'accélérer le processus. On vous dira que ça a déjà été fait, d'après les déclarations de M. le maire, on ne peut pas aller plus vite. On aurait pu aller plus vite. Le problème, c'est qu'il s'est occupé du problème en 2015. Il est au pouvoir depuis 2008 et il s'en est occupé à partir de 2015. Donc il a fallu 13 ans pour prendre la mesure du problème. Donc nous, on l'aurait fait plus vite. Là, effectivement, en l'occurrence, on ne pourra pas accélérer davantage. Donc le problème, c'est qu'il a fait une erreur dans son mandat. Mais on peut dire que l'erreur est même d'ailleurs, puisqu'on parle de Cahors qui souffre des problèmes d'eau, mais des communes voisines aussi. Cajar, par exemple. Ont l'eau qui va jusqu'à Montcuq-en-Quercy-Blanc aussi, parce qu'on a fermé aussi des points d'eau municipaux. Donc ça, c'est une décision qui a une 15-20 ans. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus revenir, malheureusement. Quand les eaux ont été complètement remplies de nitrates et de pesticides, sur certains points de captation, on ne peut plus revenir. Donc on n'a plus que cette solution-là d'essayer de capter de quelques sources au niveau du département. Vous ne voyez pas d'autres solutions? Là, non, pour Cahors, c'est la fontaine des Chartreux. Il faut juste faire en sorte que quand il y a des intempéries, la turbidité des eaux n'entraîne pas une impossibilité de consommation des eaux. Il faut faire une unité de filtration. C'est essentiel. Mais effectivement, je vois à Cajar, je crois qu'aujourd'hui, ils ont pris un arrêté pour ne plus distribuer d'eau à cause des phénomènes de turbidité. Donc ça ne concerne pas que Cahors, mais en l'occurrence à Cahors, le maire a été au pouvoir pendant 12 ans. Il lui a fallu 3 ans pour faire un cinéma, et il lui faut 15 ans pour faire une station de filtration des eaux. Donc en 2008, vous n'aviez pas voté?
En 2008. Si vous avez 27 ans, je pense que vous n'avez pas voté. Non, j'avais 16 ans, donc non. Voilà, donc, mais vous observiez déjà la vie politique. Pour vous, le seul maire, même si vous avez quand même des souvenirs des maires précédents, finalement, depuis 12 ans, c'est M. Jean-Marc Vessous-Fort. Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher Globalement, moi je lui reproche un manque d'investissement personnel. On dit qu'il n'est pas assez connu au niveau national. On dit que, parce que les personnes plus anciennes que vous auront le souvenir de Maurice Faure. Donc c'est vrai que c'est peut-être difficile de venir après Maurice Faure, après quelqu'un qui a été ministre, qui est président du département. Mais lui, ce que certains lui reprochent, c'est justement d'être connu sur Cahors, et même dans le département, on ne sait pas qui il est, ce qu'il fait vraiment. Est-ce que vous lui reprochez ça aussi, son manque d'envergure nationale, presque ce que certains disent? Vous, c'est pas sur ce point-là. Je ne reprocherai pas son manque d'envergure nationale, il a choisi de se concentrer sur Cahors, c'est très bien, mais à condition qu'il fasse vraiment travailler à Cahors. Le problème, c'est qu'il s'est concentré sur Cahors, il n'a pas brigué d'autres mandats, c'est une bonne chose. Mais déjà, on ne peut plus être député, mais c'est aussi la loi qui est... Il aurait pu être conseiller régional, conseiller départemental, il aurait pu se présenter d'autres mandats. Il ne l'a pas fait, ça je trouve ça très bien. Moi, ce que je lui reproche, c'est un manque d'investissement personnel sur Cahors. Il dit qu'il se consacre à Cahors, mais on ne le voit vraiment qu'au moment des élections. Pendant 6 ans, on ne l'a pas vu. Quand on va au conseil municipal, on a l'impression qu'il s'emmerde, pardonnez-moi l'expression, on a l'impression qu'il aimerait être ailleurs, que ça ne l'intéresse pas. Quand les Caillossiens viennent le voir, il dit oui à tout, mais il ne fait jamais rien. Donc je pense qu'il y a un manque de vision pour Cahors aussi. Je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment envie de développer Cahors. La preuve, c'est que quand il est arrivé, on avait près de 21 000 habitants, aujourd'hui on a 19 000. Donc le bilan est catastrophique. Donc vous avez aussi l'impression qu'il s'ennuie, puisqu'on m'a déjà dit ça, que vous avez l'impression qu'il s'ennuyait. Il présente publiquement le fait que seul Cahors l'intéresse, mais en vérité, on a l'impression que ça ne l'intéresse même pas. Donc qu'est-ce qui l'intéresse, je ne sais pas. Donc c'est le blues de la cinquantaine, mais ça fait vraiment déjà... crise du milieu de la vie, donc vers 40 ans, vous pensez? Je ne vais pas rentrer dans les considérations psychologiques, chacun a ses problèmes. Mais c'est ça qu'on remarque, c'est que quand on va au conseil municipal, je ne sais pas si vous êtes déjà le conseil municipal de Cahors. Non. Il ne parle pas, il s'endort presque à des moments, on a l'impression que ça ne l'intéresse pas. Donc dans sa liste, on a vu, on peut parler presque de parachutage de M. Marx, qui était encore préfet jusqu'au 2 février, donc qui vient peut-être pour se faire un prénom sur Cahors. Vous en pensez quoi de cette arrivée en deuxième position de quelqu'un qui a certes été préfet à Cahors, mais qui n'est pas dans la vie municipale depuis longtemps? Oui, on est en train de percer, de mettre les caméras. Je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est bon. Donc vous en pensez quoi de cette arrivée surprise? Certains lui reprochaient peut-être un manque de compétences dans son équipe, et c'est une manière... Ou alors, vous pensez qu'il pourrait laisser la place de maire à M. Marx, c'est pour partir peut-être au conseil départemental l'année prochaine, ou se présenter à la députation en 2022, ou être ministre? Ministre, il faudrait qu'un gouvernement de gauche arrive au pouvoir. Mais... on ne sait pas, il se rapproche. Certains disent aussi qu'il se rapproche de Macron. Mais je pense qu'avant de devenir ministre, il faudrait quand même qu'il ait d'autres mandats. Mais effectivement, la rumeur circule et court que M. Marx serait venu pour prendre les rênes de la mairie si M. Vessous décidait d'aller ailleurs. Je ne sais pas si c'est vrai. En vérité, la question se pose. Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire sur cette liste alors qu'il était préfet? La question se pose. On m'a dit aussi qu'il était très proche lui aussi d'En Marche. Bon, mais ça, on peut toujours dire qu'un préfet doit être au service du président. Donc on peut pas... Si, un préfet doit être au service du président, un préfet là, pourra faire appliquer... Donc... Un préfet est au service de l'État. Oui, mais donc, vous savez en France, l'État c'est le président. Le président, il est pas en On peut dire qu'il était aussi proche du prédécesseur de M. Macron, M. François Hollande. Il était déjà préfet à cette époque-là. Donc je ne sais pas si on peut dire, pour l'instant, alors qu'il vient de quitter ses fonctions préfet, donc si on peut effectivement dire, alors qu'il fait parfois des références à des auteurs de gauche, dans ses interviews. Monsieur Macron aussi. Oui, donc voilà. Mais vous vous situez clairement sur une autre ligne. Vous avez toujours été sur cette ligne de droite? Moi, oui, moi j'ai toujours été pour le souverainisme, pour la France. Il se passe quelque chose chez vous là? Vous voulez passer au-dessus? Vous voulez qu'on coupe et qu'on recommence? Non, je pense que je vais approcher un tout petit peu en plus gros plan. Non, ne vous reculez pas. Et essayez de parler un petit peu plus fort. C'est les voisins qui font du bruit. C'est les voisins, donc vous êtes peut-être, je sais pas, peut-être que c'est En Marche qui est... Vous voulez nous embêter? Non, je pense pas. Donc vous nous avez parlé de ce qui est de votre programme. Vous avez d'autres points qui vous semblent importants. On a parlé de la sécurité. Au niveau du patrimoine, par exemple,
Cahors est un patrimoine exceptionnel. Est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment mis en valeur? Peut-être que justement au-dessus on est en train de mettre en valeur le patrimoine, je ne sais pas, je suis désolé. Cahors est une ville très riche en patrimoine. Est-ce que vous avez l'impression que l'équipe municipale en place depuis 12 ans sait profiter de ce patrimoine exceptionnel? Et vous, quelles seraient vos mesures pour peut-être améliorer le nombre de personnes qui viennent sur Cahors? Donc on peut parler de tourisme et de patrimoine. Tout à fait, donc sur Cahors, la mairie a fait pas mal de choses là-dessus, l'équipe municipale actuelle. Donc là-dessus, je ne serai pas cassant ni polémique, mais je pense qu'on peut faire mieux, plus. Il faut absolument mettre en valeur ce patrimoine. On a parlé aussi de l'église Saint-Ursis, parce qu'on a mis en valeur... Qui est fermée depuis des décennies. Qu'il faudrait rénover et remettre en valeur si on veut attirer plus de Cadurciens, puisque si on veut de touristes, pardon, si on veut qu'il y ait plus de touristes... Ah, même de Cadurciens, je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette église. Moi j'y suis entré une fois. Ah, moi jamais. Mais l'église Saint-Ursis, l'arc de Diane aussi qu'il faudrait mettre en valeur. Il faudrait aussi poursuivre les fouilles du castrum du Mont-Saint-Cyr, puisqu'ils ont découvert un castrum, un château romain au Mont-Saint-Cyr, donc poursuivre les fouilles là-dessus. Mettre un peu mieux aussi en valeur le parcours touristique qu'on peut faire à Cahors. Certains touristes, quand ils viennent, ils voient à peu près où est la cathédrale, par contre ils ont du mal à repérer pour à l'entrée et surtout y aller. Le cheminement pour aller pour à l'entrée, voilà, améliorer ça, faire une sorte de circuit. Sauf si ils sont à l'hôtel qui s'est implanté juste à côté. Donc vous en pensez quoi de cet hôtel qui est juste au bord du pont à l'entrée qui a un peu plus de 800 ans? Moi je trouve ça assez scandaleux, je trouve que ce bâtiment n'est pas beau. Et puis juste à côté du pont à l'entrée, je ne comprends pas comment les architectes des bâtiments de France ont pu accepter ce projet. Mais bon, c'est fait, on ne va pas le démolir, on ne va pas revenir là-dessus. Donc je dis ouais, sur le patrimoine, pardon, on veut mettre ça en valeur et aussi, on a une vingtaine de propositions sur le tourisme et le patrimoine et j'avais une mesure dont je voulais vous parler qui m'est sortie de la tête. Ah. Donc le maire a été actif justement pour bâtir un hôtel près du pont Valentré, pour bâtir un cinéma près de la tour de notre pape Cadurcien et de la préfecture. Le cinéma financé à 75% par l'argent public. Je pense qu'on aurait pu se passer de ça. Justement, dans une ville surendettée, comme vous disiez tout à l'heure, l'argent n'aurait pas dû servir à ça. Mais justement, le maire considère qu'il a été chercher de l'argent ailleurs. Donc Cahors vit sur le dos de la région et du département et en plus est très endetté. Alors vous faites comment à Cahors? À ce moment-là, un cinéma, c'est quelque chose de privé. Ça devait être une entreprise privée qui devait s'en occuper. Si une entreprise privée n'a pas voulu construire un cinéma de cette taille-là... Elle a participé? À cet emplacement-là, elle a participé pour l'intérieur, pour les sièges, les salles, etc. Mais si elle n'a pas financé elle-même ce cinéma, ce projet, à cet endroit-là, de cette taille-là, c'est parce qu'elle sait très bien que c'est pas rentable. Sinon, elle l'aurait fait. Donc c'est peut-être pas rentable, mais c'est un projet artistique, de culture? Culturel, oui. Moi, je suis très cinéphile, donc je suis content qu'il y ait un cinéma, mais est-ce qu'il fallait le faire de cette taille-là, à ce prix-là, à cet endroit-là? Je ne suis pas sûr. Et surtout, il aurait fallu consulter les Cadurciens là-dessus. Donc, mais une autre question, est-ce que le cinéma, c'est vraiment du culturel ou c'est du divertissement? Ah, alors ça dépend, il y a plusieurs types de cinéma. Il y a le cinéma blockbuster hollywoodien qui est du divertissement, et il y a le cinéma art et essai qui est plus culturel. Mais quand on est dans des salles de 2000 places, on est plus vers c'est pas 1000 places, très grand public. C'est pas 1000 places ici, les salles sont pas grandes. Mais il y a du la plus grande salle est de combien? Je crois que c'est 350 ou 400. Mais il y a des petites salles et puis ils continuent à faire des films un peu plus petit budget, mais surtout on a encore le Quercy. Il faut mettre en valeur le cinéma Le Quercy, qui est un cinéma qui a du cachet, qui a une histoire, qui a un potentiel. Et là-dedans, on peut faire des rétrospectives sur le cinéma historique, sur les grandes œuvres de cinéma et sur le cinéma d'art et essai. Absolument, là-dessus, il faut insister. Au niveau culture, on peut dire que la seule manifestation qui est connue au niveau national, c'est Cahors Blues Festival. Est-ce que vous avez d'autres envies artistiques Alors c'est moins artistique, mais c'est cette mesure qui m'est sortie de la tête, mais c'est pourtant important, c'est qu'on veut nous créer une fête du vin de Cahors. Parce qu'on a la chance d'avoir, on est une des seules communes de France qui a la chance d'avoir un vin qui porte le nom de la commune. Donc il faut absolument... Il y a comme Bordeaux aussi. Et Bordeaux aussi, il y en a quelques-unes, oui, mais dans le Languedoc, on appelle le vin du Languedoc, on n'appelle pas le vin de... Montbazillac. Le Montbazillac, oui. Il y a plusieurs communes, mais à Cahors, on a quand même cette chance-là. Il faut mettre absolument en valeur ça, donc créer une fête du vin, donc c'est plutôt... Ce qui a été fait autour du Malbec de l'Office de tourisme, oui, c'est pas suffisant peut-être. C'est la bonne piste, malheureusement, effectivement, ils ont appelé ça Malbec. Moi je pense qu'il aurait fallu mettre en avant Cahors, notamment.
Comme à Puy-l'Évêque, il y a une fête du vin, donc un peu mais plus importante en fait que celle de Puy-l'Évêque, on pourrait dire. Une fête du vin à Cahors. À Cahors. Ça paraît évident, mais bon, ça n'a pas été fait. Ça, c'est plus sur le volet gastronomique, œnologique. Mais sur la culture, oui, on veut aussi, on espère pouvoir faire un projet important qui serait de racheter d'abord le cinéma à l'ABC, qui ne sert plus à rien aujourd'hui, et de le transformer en succursale ou en annexe de l'école de musique, et peut-être même à terme en mini-école des arts dramatiques, en lien avec le théâtre et en lien avec l'école de musique. On a ce projet-là. On a aussi le projet de développer tout ce qui est conférences scientifiques et culturelles à Cahors, parce qu'il y a plusieurs cercles qui font ça, par exemple le Carrefour des sciences et des arts, et on voudrait en attirer davantage, et même peut-être des conférences aussi sur la liberté d'expression, faire venir des penseurs un petit peu philosophiques, littéraires, pour que tout le monde ait droit de parole et qu'on puisse faire des conférences intéressantes à Cahors. Donc vous seriez du côté de la liberté d'expression au Rassemblement national? Ah ben oui, complètement. Pourtant c'est pas une idée qui prédomine... Je pense que c'est un préjugé. Nous, on a été victimes de la censure, donc forcément on est contre. C'est pas toujours forcément, puisqu'on sait que ceux qui sont parfois victimes de la censure deviennent les plus grands dictateurs. Ah bah on ne parle pas que de la France, mais au niveau mondial, au niveau de l'histoire du monde, c'est juste pour revenir sur votre forcément. C'est la qui est victime de censure qui est devenu dictateur. On peut parler de Cuba, de la prise de pouvoir à Cuba, au Chili, voilà, ceux qui ont été pour, même en 1997 en Russie, ceux qui étaient oppressés deviennent souvent les oppresseurs. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'était juste pour revenir sur votre forcément, on n'a pas forcément dans l'histoire, mais bon, c'était pour vous, la liberté d'expression est une donnée fondamentale de la société française. Moi, j'y suis farouchement attaché et même des fois, quand on a des opposants qui n'ont pas le droit à la parole, je trouve ça scandaleux. Je pense qu'en France, on devrait avoir le droit de tout dire, à partir du moment où on n'a pas des propos qui appellent à la haine ou qui appellent au meurtre. Mais je pense qu'il faudrait avoir le droit de tout dire, et c'est la base de la démocratie, c'est disait Goria, chacun a le droit de parole. Donc quand un maire accuse un administré de propos injurieux, vous réagissez. Bien sûr, c'est faux. Si un maire accuse un administré de propos injurieux pour couper des subventions, par exemple... Ça dépend des propos. Non, mais qui n'existent pas, bien sûr. Ah mais non, mais si c'est faux, c'est faux. Mais non, mais si les propos effectivement sont injurieux, à ce moment-là, la liberté d'expression se limite à ne pas appeler à la haine et ne pas appeler au meurtre. Mais ça, il existe des lois. Oui, mais les lois en France sont très restrictives sur la liberté d'expression. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus libres là-dessus. Oh, il y a la loi de 1881. Ça, c'est la liberté de la presse. Non, elle est aussi sur la liberté d'expression. Il y a les lois Taubira, Pleven, comment elle s'appelle aussi, la loi Guesso, il y a plein de lois qui... Donc vous ne pensez pas qu'il faut revoir l'arsenal contre la liberté d'expression, que pour l'instant en France il est suffisant? Je pense qu'elle n'est pas suffisante. Je pense qu'on devrait l'améliorer. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de liberté d'expression, ne serait-ce que dans les médias. Donc donner plus de liberté d'expression pour vous. Oui. Vous pensez que trop de propos tombent sous la diffamation alors qu'ils sont simplement de l'opinion? Les tribunaux sont aujourd'hui croulent sous le nombre de demandes en diffamation, en procès à cause des problèmes de liberté d'expression. Il faut qu'on arrête là-dessus. Dès que quelqu'un dit un mot de travers, il se retrouve dans les tribunaux. Ici à Cahors, c'est pas le cas. À Cahors, non. En Cahors, on a plutôt encore. Mais je pensais parler au niveau national. Je pensais aussi au fait que les médias, même à Cahors, à la Dépêche, les médias appartiennent à un tout petit groupe de personnes qui disent ce qu'on a le droit de dire ou qu'on n'a pas le droit de dire en France. Donc justement, il n'y a qu'un seul quotidien à Cahors. Quelles sont vos relations avec la Dépêche du Midi? On sait que la Dépêche du Midi est la propriété de M. Jean-Michel Becquet, qui était président du PRG, et qui doit être peut-être président d'honneur, ou je ne sais pas exactement son poste, mais qui est lié au PRG. Donc, est-ce que vous pensez que la presse écrite fait un travail, on pourrait dire, correct, et une approche de respect de l'ensemble des convictions? Pour l'instant, on n'a pas trop à se plaindre. Dans cette campagne, la Dépêche a été plutôt correcte, donc on ne se plaindra pas. Par le passé, il y a eu des moments de tension, il y a eu des moments même de censure. Même avant la campagne, ils ont beaucoup de mal à passer nos messages, à passer nos communiqués. Là, pour le moment, dans cette campagne, ils viennent à chaque fois qu'on fait des conférences de presse, ils relaient nos messages, ils ne nous font pas de sale coup, donc je dirais que pour l'instant, il n'y a rien à dire. Donc, si on regarde les précédentes élections, où on voit que le Front National puis le Rassemblement National sont en hausse régulière aussi sur Cahors, on s'aperçoit quand même que vous n'avez jamais atteint les 20%.
Donc votre objectif, non, je pense qu'au premier tour, vous n'avez jamais atteint les 20%. À Cahors Sud, on avait fait 22%. Non, mais je pense au niveau général de Cahors. Enfin, au niveau général de Cahors, je pense que vous n'avez jamais atteint les 20%. Et donc, c'est votre objectif du premier tour, environ 20%? Les 20%, ah ben si on fait 20%, oui, l'objectif déjà c'est d'arriver au second tour. Donc voilà, c'est pour ça, votre objectif c'est d'être au second tour, déjà, donc, oui, et avec un score entre 15 et 20%, on pourrait dire? Ah, ça serait très bien. Écoutez, là-dessus, les Cahorsiens vont choisir. On ne se projette pas sur le chiffre, hein, mais effectivement, notre objectif, c'est d'être au moins au second tour. Et être au second tour, ça veut dire des alliances possibles ou non? C'est possible, oui. On sait qu'il y a M. Huro qui pense pas mal de choses en commun avec nous, donc on pourrait discuter avec M. Huro, par exemple. Les autres candidats qui sont soutenus par En Marche ou qui ont des gens En Marche dans leur liste, ça serait plus compliqué. Donc, vous ne pensez pas être le prochain maire de Cahors? Si. Mathématiquement, c'est très compliqué. Si vous êtes à 20%, il faudrait que M. Huro soit à 30%. Donc, dans ce cas-là, c'est pour arriver à 50%. En triangulaire, il faut faire 33%. Ah, donc vous pensez qu'il pourrait y avoir une triangulaire qui opposerait donc je pense qu'on se dirige vers M. le maire, plus donc M. Laurin, ou avec M. Huro, mais ce serait vous qui arriveriez devant? Ah bah ça on verra, mais dans votre approche. Je pense aussi qu'une liste comme Cap à gauche a la potentialité de faire les 10%. Donc ça serait peut-être même une quadrangulaire. On verra, les Cahorsiens vont choisir, mais je pense qu'il y aura plus que 2 candidats au second tour. Donc vous pensez vraiment que vous pouvez être maire en 2020, ou vous pensez que vous marquez une date, vous êtes jeune? Rien n'est impossible. Vous êtes jeune aussi, il faut aussi. Est-ce qu'à 27 ans, vous sentez la capacité d'être maire d'une ville de presque 20 000 habitants? Oui. Oui. Sans prétention, sans fausse modestie, oui. C'est une charge importante, vous l'avez dit aussi, c'est une charge quotidienne. Ah oui, tout à fait. C'est des personnes qui sollicitent aussi beaucoup. On sait que les maires sont beaucoup sollicités, par exemple, pour des passe-droits, alors qu'ils sont là pour faire respecter le droit, normalement. Donc on sait que les maires sont beaucoup sollicités. Donc vous êtes prêt à assumer une charge aussi importante à 27 ans? Je crois que c'est possible. Mon collègue Julien Sanchez à Beaucaire a été élu maire à moins de 30 ans, et il a très très bien géré sa commune, et il s'apprête à être élu haut la main dès le premier tour. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème. La valeur n'attend pas le nombre des années. Parce que si on regarde les dernières élections, qu'elles soient européennes ou présidentielles, on peut dire que le maire sortant est d'un parti qui est à la dérive. Ah oui, ça on peut le dire, oui. Et pourtant, après les personnes que je rencontre, même si effectivement on le dit un peu démoralisé, mais j'ai pas encore pu interroger, j'espère que ce sera bientôt, il semble quand même favori de ces élections. Il y a toujours une prime au maire sortant. Vous pensez qu'il y a toujours une prime au maire sortant, même après 12 ans? Je pense oui, il y a des maires qui ont fait 5 ou 6, 10 mandats, donc je pense qu'il y a toujours une prime au maire sortant. Et honnêtement, je dirais que je pense qu'il ne fait pas une mauvaise campagne, donc effectivement, je pense qu'il y a des chances de faire un bon score. Donc voilà, vous avez eu le temps de vous exprimer, vous pensez. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez plus particulièrement vous adresser aux Cahorsiennes et aux Cahorsiens? Vous savez que moi je ne suis pas électeur de cette commune, donc c'est pour ça, je dis en observateur extérieur, donc est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez plus particulièrement en conclusion? Et c'est même pas une minute, c'est si vous avez quelques mots à dire. On a été un peu long, on a dépassé les 20 minutes, oui, enfin, mais il n'y a pas de quota, on n'a pas de publicité derrière. C'est juste la mise en ligne qui sera plus longue, mais effectivement, au départ, mes interviews étaient à 10 minutes, maintenant on est plus près de 25-30 minutes. Mais enfin, vous recommenciez les premiers pour qu'il y ait une égalité de temps de parole. Ça, si le premier souhaite revenir, il n'y a aucun problème. Non, j'ai rien à ajouter. Vos coïstiers, peut-être, parler un peu de vos coïstiers, on n'a pas parlé, oui. On a dit qu'ils venaient, donc à peu près un tiers du Rassemblement national. Une moitié de société civile, donc sans étiquette, qui n'appartiennent à aucun parti. Et donc le reste, ça fait à peu près 20% de gens qui sont dits à droite, donc souvent des gens qui viennent des Républicains. Des Républicains, c'est-à-dire qui ont été militants, qui ont déjà été élus chez les Républicains? Ah oui, on a 2 anciens élus, M. Blanc et M. Nodari, qui étaient UMP, et qui étaient même adjoints au maire de Cahors à l'époque où la mairie était à droite. Donc vous avez débauché quelque part, pour employer une expression courante, puisqu'on parle de parachutage d'un préfet de l'Est, on peut parler de débaucher, donc vous avez débauché 2 personnes des Républicains qui sont donc absents finalement de cette campagne, puisque M. Huro n'est pas soutenu, même s'il a été membre des Républicains, enfin de l'UMP avant. Donc les Républicains sont finalement les grands absents de ces municipales, et aussi l'UDI, on peut dire.
Oui, l'UDI aussi. Enfin, l'UDI, je pense qu'il se rapproche très sensiblement maintenant de En Marche, donc ils sont plutôt avec En Marche. Mais oui, les Républicains sont les grands absents, et nous, c'était notre volonté, c'était surtout que tous les électeurs de droite ne se sentent pas orphelins, et donc qu'ils aient une liste à leur portée, et c'est nous, c'est la liste. Donc finalement, vous avez deux anciens élus des Républicains, qui sont toujours membres des Républicains ou qui ont quitté? Alors, je crois qu'il y en a un qui a encore sa carte, l'autre l'a pas reprise. D'accord, donc maintenant, je vous laisse conclure. Mais écoutez, non, on a parlé des sujets, les sécurités, les impôts, le stationnement. Donc on a tout dit. Je pensais juste aux Caillurciens que s'ils veulent changer, M. Vexou est au pouvoir depuis 12 ans, M. Huron a été au pouvoir, M. Lorrain était dans le milieu économique depuis des années. On voit ce que ça a donné, ils ont tous échoué, donc il n'y a qu'une seule liste pour relever les choses, c'est nous. Donc, comme je l'ai dit dans des précédentes interviews, M. Huron est à quelques heures. Si vous êtes au deuxième tour, n'hésitez pas, on peut se revoir. Ça marche, merci beaucoup. Merci à vous.